Dans cette deuxième partie, nous allons voir comment les environnements fluviatiles produisent, déplacent et accumulent des sédiments. Pour cela, nous allons aborder quelques notions de sédimentologie fluviale, donc ouvrez grand vos oreilles. D'abord, d'où viennent les sédiments présents dans les lits des cours d'eau? On distingue deux sources de sédiments. D'une part, à l'extérieur du réseau hydrographique, ce sont les versants, et d'autre part, à l'intérieur du réseau hydrographique, ce sont les lits fluviaux rocheux. Sur les versants, les sédiments sont produits par les processus mécaniques et physiques d'érosion du relief, que nous avons passé en revue dans le chapitre 1. Mais comment ces particules sédimentaires, produites sur les versants, sont-elles transférées au cours d'eau? Eh bien tout d'abord, par le ruissellement. En effet, comme nous l'avons vu dans la précédente vidéo, le ruissellement a la capacité de mobiliser les particules fines qui composent le sol et les roches meubles, ce qui forme des ravines. Mais les particules produites sur les versants peuvent également se mouvoir sans l'aide d'un agent de transport, uniquement sous l'effet de leur propre poids. C'est ce qu'on appelle le mouvement gravitaire. Les sédiments déposés en bas de versant par les mouvements gravitaires sont appelés colluvions. Voici les principaux processus de transport appartenant à cette catégorie. L'écroulement, c'est la chute de blocs individuels, libres ou bien le long d'une surface inclinée. L'accumulation de ces blocs, au fil du temps, forme des éboulis, parfois aussi appelés pierriers en montagne. Vous pouvez voir sur cet exemple, dans le massif du Païné en Patagonie, un versant recouvert de cônes d'éboulis sapés à leur base par un torrent. Le glissement de terrain est provoqué par la rupture et le glissement le long du versant d'un volume de roche à l'état solide qui conserve sa structure interne. La réptation est un fluage lent du sol, de l'ordre de quelques millimètres à centimètres par an, qui s'observe notamment dans les milieux froids où il est facilité par les cycles de gel-dégel. Enfin, les coulées de boue sont des coulées fluides composées de sédiments saturés en eau. Elles sont générées lors des fortes pluies et peuvent atteindre des vitesses de plusieurs dizaines de kilomètres par heure. Les sédiments fluviatiles peuvent également provenir de l'érosion chimique et mécanique du lit rocheux. Tout d'abord, l'eau fluviale est un agent efficace d'érosion chimique. L'altération des silicates et la dissolution des carbonates libèrent d'une part des ions dissous et d'autre part des sédiments sous forme de résidus solides de l'altération et de la dissolution. De plus, les cours d'eau exercent une action mécanique sur le lit rocheux. En effet, lorsque les particules entraînées par le courant entrent en collision avec le lit rocheux, elles arrachent des fragments de roche qui sont à leur tour emportés par le courant. Ce processus d'érosion mécanique est appelé l'abrasion. L'action répétée du courant sur le lit rocheux façonne des formes d'érosion caractéristiques, présentant des surfaces lisses et des arêtes, que l'on appelle des formes sculptées. En voici un exemple. Ce sont les marmites de géant ou marmites du diable. Ce sont des cavités sculptées par l'abrasion des galets entraînées par les courants tourbillonnants sur le lit rocheux. Celles-ci proviennent de la cascade du Sautadet dans le lit de la Cèze, dans le Gard. L'érosion des versants et du lit fluvial approvisionne donc les cours d'eau en ions d'une part, qui forment la charge dissoute, et d'autre part en sédiments qui forment la charge solide ou charge sédimentaire. Nous allons à présent voir comment le courant déplace la charge solide. Regardons de plus près de quoi cette charge solide est composée. Les sédiments sont classés en fonction de leur granulométrie. En bas de l'échelle granulométrique, on trouve les argiles, d'un diamètre inférieur à 2 microns, puis les limons, entre 2 et 63 microns. Ces classes de particules sont suffisamment fines pour être transportées en suspension dans la colonne d'eau. Ensemble, elles forment donc la charge en suspension. Au-dessus, on trouve les sables, de 63 microns à 2 mm, puis les graviers, de 2 mm à 6,3 cm, les galets, de 6,3 à 20 cm, et enfin, les blocs, au-delà de 20 cm. Ces particules sont trop grossières pour se maintenir en suspension dans la colonne d'eau. Elles se déplacent donc en contact avec le lit fluvial et forment la charge de fond. En fonction de la taille des particules et de la puissance du courant, cette charge de fond est mue par divers processus de transport, par saltation, par roulement ou par charriage. Vous voyez sur cette très belle photo la charge solide en suspension transportée par une rivière pénétrer dans un lac en Patagonie. À présent, écoutez attentivement car ce point est crucial pour la suite du chapitre.
Pour qu'une particule sédimentaire soit mise en mouvement par le courant, il faut que la force exercée par le courant sur la particule soit supérieure au poids de la particule. Sinon, la particule reste clouée sur place. Donc, plus la particule est grossière, plus son poids est important, et donc plus la vitesse de courant requise pour la mettre en mouvement est importante. C'est ce que montre le diagramme de Jules-Ström qui apparaît ici, qui indique le comportement des particules sédimentaires dans les cours d'eau en fonction de leur diamètre et de la vitesse du courant. Que se passe-t-il lorsque la vitesse du courant augmente? Eh bien, le courant va mettre en mouvement des particules de plus en plus grossières, donc il va éroder les sédiments posés sur le lit fluvial. Inversement, que se passe-t-il lorsque le courant ralentit? Eh bien, les particules les plus grossières vont tomber sur le fond, tandis que les autres restent en mouvement. Puis, si le courant continue à ralentir, c'est au tour des particules les plus grossières encore en mouvement de se déposer, et ainsi de suite. Donc, cela signifie que les sédiments déposés par les cours d'eau sont triés en fonction de leur granulométrie, ce qui les différencie des colluvions. On les appelle donc des alluvions. Vous voyez à titre d'exemple sur cette photo un banc de galets dans le lit de l'Allier. Que remarquez-vous? Eh bien que tous les galets ont la même taille parce qu'ils ont été triés par le courant. La structure des dépôts dépend de la granulométrie des alluvions et de la vitesse du courant. Les galets sont souvent imbriqués dans le sens du courant, c'est ce que l'on appelle le tuilage. À partir de l'observation d'un dépôt de galets imbriqués, on peut donc déduire a posteriori le sens du courant. Par exemple, sur cette photo de galets imbriqués vue de profil, pouvez-vous en déduire le sens du courant qui les a déposés? Gagné, le courant venait de la gauche. Lors de leur déplacement sur le lit fluvial, les galets entrent en collision entre eux et avec le lit rocheux. Ils sont donc émoussés et arrondis proportionnellement à la distance de leur transport. Le dépôt des sables et des graviers forme des rides. Les particules sont transportées sur le revers de la ride. Arrivé sur le front de la ride, le courant ralentit en raison de la rupture de pente, et donc les particules se déposent. En se déposant, elles forment des litages obliques qui marquent donc les stades de croissance de la ride. En progressant vers l'aval, la ride forme un banc ou faisceau. La morphologie des rides dépend de la vitesse du courant et du diamètre des grains de sable, comme vous pouvez le voir sur ce diagramme. Le dépôt des limons et des argiles, c'est-à-dire de la charge en suspension, implique une vitesse de courant quasi nulle. Il est donc relativement rare dans les lits mineurs et en revanche se produit fréquemment dans les plaines d'inondation et les bras morts, que nous verrons dans une prochaine vidéo. Voici un ancien lit fluvial vu en coupe, dans lequel vous distinguez un banc de sable et de gravier présentant de beaux litages obliques. D'après ce que nous venons de voir, je vous laisse le soin de retrouver le sens du courant responsable de ces litages obliques. Voici des exemples de dépôts fluviatiles martiens découverts par Curiosity. Vous distinguez à gauche des litages obliques, indiquant un courant venant de la droite, et à droite, des galets arrondis et triés par le transport fluvial. Sortons à présent le nez de la sédimentologie et faisons un peu de géographie. Les sédiments qui ne sont pas déposés dans le lit fluvial, c'est-à-dire principalement la charge en suspension, sont transportés jusqu'à l'océan. Cette carte vous montre les flux annuels de charges solides et de charges dissoutes à la surface du globe. Que remarquez-vous? Eh bien, on remarque que les flux sédimentaires et les flux de charges dissoutes sont inégalement répartis. D'après vos connaissances et la lecture de ce document, quels pourraient être les facteurs géographiques contrôlant les apports des fleuves en charges solides et en charges dissoutes? Ce diagramme nous montre la charge solide en blanc et la charge dissoute en noir, apportée à l'océan par les fleuves, en fonction du climat et du relief des bassins versants. Les charges solides et dissoutes ont été normalisées par la surface des bassins versants, donc elles sont converties en taux d'érosion, afin de ne pas tenir compte de la surface des bassins versants. Regardons d'abord l'effet du climat. Que voyez-vous? Eh bien, on voit que plus les précipitations sont importantes, plus le taux d'érosion est élevé. En effet,
les fortes précipitations favorisent l'altération et la dissolution. Comme vous pouvez le remarquer sur ce diagramme, le facteur climatique explique pratiquement à lui seul la variation de taux d'érosion chimique. Le climat explique également en partie les différences d'érosion mécanique. En effet, plus les précipitations sont importantes, plus les débits d'écoulement sont importants et donc ont la capacité de transporter une charge solide importante. Le relief explique quant à lui essentiellement la variation du taux d'érosion mécanique. Comme vous pouvez le voir sur ce diagramme, c'est même le facteur dominant contrôlant les variations d'érosion mécanique. Cela s'explique pour deux raisons. Tout d'abord, les hautes altitudes présentent en moyenne des températures plus basses et des contrastes thermiques plus élevés que les plaines, ce qui favorise les processus d'érosion mécanique. Et deuxièmement, les fortes pentes facilitent non seulement les mouvements gravitaires le long des versants, mais aussi les vitesses élevées d'écoulement fluvial, qui facilitent l'érosion du lit rocheux et le transport des particules grossières.